nous avons aujourd'hui régulièrement des choses qui nous font confronter et des phrases, des affirmations directes, tranchées, telles que la première cellule est apparue et nous descendons tous de cette cellule, que nous soyons humains, que nous soyons plantes, animaux ou humains, c'est un fait établi. Tous les êtres vivants sont cousins, les scientifiques l'acceptent, ne pas le croire serait absurde. Et ensuite, on va vous vulgariser un peu l'histoire de notre univers, ou plutôt l'histoire de notre Terre, en mettant de façon imagée toute cette histoire. Ça va par exemple prendre la forme du calendrier, d'une année complète. Et on va vous dire, mais si l'histoire de notre Terre commence le 1er janvier, naissance de la Terre, il y aurait 4,5 milliards d'années, alors le 25 février, la vie serait apparue sur cette Terre. Le 21 mars, il y aurait l'évolution de la photosynthèse. Le 15 juillet, il y aurait des cellules nucléées qui seraient apparues, qui auraient commencé à se propager. Le 17 septembre, on aurait vu la reproduction sexuée sur la Terre. Le 15 novembre, ça aurait été l'apparition des premiers champignons. Le 20 novembre, les poissons se seraient mis à nager dans les océans. Le 22 novembre, les plantes sur la Terre. Le 24 novembre, les arthropodes. Le 2 décembre, les amphibiens. Le 6 décembre, les reptiles. Le 13 décembre, les mammifères. Le 18 décembre, les oiseaux. Le 20 décembre, les fleurs ont commencé à fleurir. Le 25 décembre, le jour de Noël, à 18h30, il y aurait eu l'extinction des dinosaures. Le 31 décembre, à 11h30 du matin, les premiers hominidés auraient commencé à marcher sur deux pattes. Et le 31 décembre, à 23h36, soit 25 minutes ou 24 minutes avant la fin de l'année, il y aurait eu l'apparition de l'homme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà donc notre histoire résumée en une année et que nous pouvons aussi mettre sur une échelle des temps géologiques, comme elle a déjà été présentée tout à l'heure, qui a organisé ou cherchait à organiser un système de classement chronologique et proposé donc les temps géologiques depuis le début de l'apparition de la Terre jusqu'à aujourd'hui, avec bien sûr des mises à jour périodiques de ces échelles géologiques. Et donc la science continuant de s'enrichir, ces échelles sont mises à jour avec des âges, nous dit-on, de plus en plus précis. Alors, toute cette théorie que l'on nous vulgarise si bien, à tout niveau des médias, eh bien, cette théorie, nous dit-on, est aussi peu douteuse que le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ou même, la théorie darwinienne n'est plus une théorie, mais un fait. Le darwinisme est arrivé à maturité, pour ainsi dire. Il n'est plus nécessaire de se préoccuper d'établir le fait de l'évolution. Donc, il n'y a plus rien à discuter. Désolé, au revoir, messieurs, dames. Mais d'autres scientifiques disent quand même que si l'on considérait une théorie comme parfaite, si l'on cessait de la vérifier par l'expérience scientifique, elle deviendrait une doctrine. Alors, je ne veux pas dire là, devant vous, que la théorie de l'évolution est présentée comme parfaite. Non. Beaucoup d'évolutionnistes sont d'accord qu'elle n'est pas parfaite, mais qu'elle va continuer à s'améliorer. Par contre, pour eux, il semble hors de question de l'abandonner. Et donc c'est là où nous avons, où j'espère avoir, un débat un peu plus construit sur des données réelles, et c'est ce que j'aimerais vous présenter maintenant dans les prochaines minutes. C'est que finalement, on va parler de registres fossiles, on va parler de ces périodes de temps, on va parler de mutations, parce que si l'on parle de théorie de l'évolution, de Darwin, forcément on va parler de mutations, de micro-macro-évolution, et surtout ce que j'aimerais faire avec vous, ce sont des observations. On va regarder ce qui est autour de nous, on va expérimenter, ou plutôt voir certaines expériences qui ont été menées, qui ont été rapportées dans des journaux scientifiques, donc publiées, qui
semble-t-il, nous ont été présentés comme preuve de l'évolution. Et on va essayer de conclure, de voir si vraiment ça colle avec ce que Darwin et ses successeurs nous présentent aujourd'hui. Alors j'aimerais voir 4 axes avec vous. Le premier, ça va être Darwin et sa théorie, ou la théorie de l'évolution. On va parler de l'explosion cambrienne et du registre fossile. Bien sûr, je ne peux pas me passer de ne pas vous parler de mutation de l'ADN, et de l'ADN en particulier. Et puis, on finira par des fossiles vivants, ou plutôt, des espèces reliques. Parce qu'apparemment, il faut changer de terme aujourd'hui. On ne peut mettre en doute la perspicacité de Charles Darwin, qui s'est appuyé finalement sur des observations du monde du vivant à son époque pour élaborer une théorie qui est aujourd'hui élevée en tant que fait, qui ne fait pas bon discuter ou même remettre en cause. Et Charles Darwin disait « Je m'aperçus vite que la sélection représente la clé du succès qu'a rencontré l'homme pour créer des races utiles d'animaux et de plantes. » C'est vrai, Charles Darwin a vu de son temps, et notamment lors de ses expériences avec les pigeons, il a lui-même élevé des pigeons, il a pu apprécier les effets directs de la sélection sur les pigeons. À partir de ce pigeon relativement vulgaire qui est pendu en haut à gauche de l'image, eh bien, par sélection, par choix approprié, il pouvait donc sélectionner des caractères particuliers et obtenir différents types de pigeons. Donc des modifications notables qui, au niveau visuel, tiennent la route. C'est vrai. Il y a donc différents phénotypes bien prononcés qui sont possibles par sélection. C'est également ce que l'on voit, et ce qu'il voyait aussi avec les races de chiens. Quand on voit les différentes variations de taille, il y a des variations qui vont de 1 à 100, un facteur 1 à 100. Des variations de conformation, de squelette, de proportion. Et donc, toutes ces centaines de races canines ne sont pas apparues au cours de longues périodes de temps, mais ce sont des choses qui ont été documentées au cours des dernières décennies, quelques centaines d'années tout au plus. Darwin va un pas plus loin en se disant que la nature, finalement, sous la forme de modification de l'environnement, pourrait avoir le même effet sur une population ou sur des organismes que les décisions intentionnelles d'un agent intelligent. C'est-à-dire qu'au lieu de voir les sélectionneurs agir croiser les animaux, Darwin pense que la nature peut avoir le même effet que le sélectionneur. Et donc Charles Darwin introduit sa théorie de l'évolution et d'un ancêtre commun à partir de données d'observation qu'il a fait sur une période de temps relativement limitée. Et il va donc dessiner à droite son graphique comme quoi tous les êtres vivants présents dans le monde à un moment donné auraient un ancêtre commun si on remonte assez longtemps dans le temps. C'est un dessin qui est ensuite repris et étendu par Haeckel au début du XXe siècle. Et à ce moment-là, il n'y avait pas ou peu de connaissances de génétique. Mendel avait fait des croisements, certes, mais ça n'avait pas eu l'implication et la répercussion dans le monde scientifique que ça a aujourd'hui. Et surtout, Darwin ne cherche pas à répondre à la première question, ou à la question, une question assez essentielle. Si nous sommes tous issus d'un ancêtre commun, mais d'où vient cet ancêtre commun à l'origine? Il va donc travailler avec des ingrédients, Darwin, il va faire une hypothèse de base, tous les êtres vivants ont un ancêtre commun, et il va émettre comme hypothèse 2 processus, de la variation aléatoire, qui est héritable, et une sélection naturelle des plus aptes, avec bien sûr aucune stratégie dans le processus qui a lieu, donc ce qui différencie quand même par rapport à un sélectionneur qui choisit, lui, de façon très précise, les phénotypes qu'il veut mettre en avant, et que ça opère de façon aveugle sur des millions d'années. Donc une hypothèse de base et 2 processus. Alors, on pourrait dire que les observations de Darwin relèvent plus d'un phénomène d'adaptation, c'est-à-dire que l'on pourrait catégoriser ou caser dans la colonne micro ou dans l'image micro-évolution. Et qu'ensuite, là-dessus, il établit une théorie qui va extrapoler
sur des longues périodes de temps et de dire ce qui est possible sur des courtes périodes de temps va l'être sur des longues périodes de temps. Et je vais voir des différences majeures, voire même des changements majeurs, des organismes complètement nouveaux apparaître au cours du temps si j'ai assez de temps. Donc la question est vraiment de savoir, est-ce qu'une accumulation de micro-évolutions peut conduire à de la macro-évolution? Pour Darwin, c'est clairement oui. C'est d'ailleurs la base de sa théorie et de toutes les théories dérivées du darwinisme. Qu'en est-il vraiment? Alors regardons justement ce que l'on trouve au niveau de l'observation du monde du vivant. Alors une chose qui posait quand même toutefois déjà problème à Darwin, quelque chose qui n'était pas quand même si clair, c'est qu'en étudiant le registre fossile, Darwin et ses contemporains observaient quelques problèmes. Il y avait notamment, si on regarde l'échelle des temps géologiques, il y a une période extrêmement intéressante au niveau biologique et au niveau nombre de fossiles qui donnait du fil à retordre à Charles Darwin. C'était la période du Cambrien, et notamment ce que l'on appelle l'explosion du Cambrien, il y a à peu près 500-530 millions d'années en arrière, si les dates qui nous sont données sont correctes. Et donc, que se passe-t-il lors de l'explosion cambrienne? Eh bien, on a dans le registre fossile, donc fossilisé, dans des couches, on a une apparition soudaine d'animaux pluricellulaires. Mais soudaine. Et on a, en quelques millions d'années, ce qui nous est présenté comme quelques millions d'années, une apparition de la quasi-totalité des grands plans d'organisation connus actuellement chez les êtres vivants. Donc c'est comme un Big Bang géologique extraordinaire au début de cette période du Cambrien qui se trouve dans le registre fossile, bien documenté. Donc ces apparitions, un Big Bang géologique. Et c'est notamment le cas de schistes argileux au Canada, à Burgess. Au Canada, à Burgess, donc ces découvertes au début du XXe siècle font vraiment date et continuent aussi à faire part d'elles, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez, en une période de 1902 à 1924, il y a plus de 60 000 spécimens d'animaux fossilisés qui ont été découverts. Et donc, vous pouvez regarder, c'est d'ailleurs assez courant sur Internet, vous pouvez retrouver un petit peu des simulations de ce que pouvait être cette époque sous mer sur la base des fossiles retrouvés. Et donc, on a imagé, avec l'imagerie 3D et les simulations par ordinateur, on a maintenant des moyens de montrer ce que ça pourrait être si cette époque a vraiment existé à ce moment-là. Donc une reconstitution qui nous fait penser presque à une période où vivaient des aliens, enfin des créatures assez incroyables. Et tout ça dans un laps de temps très court. Très court. Dans le registre fossile, ce qui dérange Darwin et ses contemporains, c'est qu'il n'y a pas de traces de fossiles d'avant cette période, et d'un seul coup, ils apparaissent. Qu'est-ce qui se passe? Et ça continue de faire parler d'ailleurs aujourd'hui, et vous avez régulièrement des articles scientifiques qui sont publiés, et notamment un dernièrement, alors excusez-moi, j'ai oublié de vous traduire le texte un petit peu en bas à gauche, du Titanochoris genesis, qui est une nouvelle espèce qui a été découverte et publiée donc en 2021, qui avait donc cet animal fossilisé, avait à l'époque une longueur, une taille de quelques 50 cm. Donc quelque chose quand même de conséquent. Et certains ont dit, et des paléontologues ont dit ensuite, mais rien n'a plus bouleversé Darwin que l'explosion cambrienne. Et oui, parce que pour Darwin, si sa théorie est vraie, il est incontestable qu'avant le Cambrien, de longues périodes de temps se sont écoulées, et pendant ces périodes de temps, le monde a grouillé de créatures vivantes. Alors, à la question de savoir
Pourquoi nous ne trouvons pas de gisements fossilifères riches appartenant à des périodes antérieures, supposées antérieures au Cambrien? Je ne peux pas donner de réponse satisfaisante. Donc ça pose un problème. Alors ça pose un problème, oui et non, parce que finalement, à l'époque de Darwin, on peut se dire c'est quand même tout au début des grandes découvertes scientifiques. Et Darwin va qualifier l'explosion cambrienne de mystère inexplicable, mais il pense alors que le registre fossile est incomplet. Et donc que la poursuite des recherches va finalement mettre à jour ces fossiles manquants et qui vont bien documenter ces périodes qui viendraient avant le Cambrien et qui présenteraient donc toutes ces formes transitoires qui prouveraient finalement qu'on vient tous d'un ancêtre commun. Si de nombreuses espèces appartenant au même genre ou famille ont vraiment commencé à vivre d'un seul coup, le fait serait fatal à la théorie de la descendance avec une lente modification par sélection naturelle. Ce sont les paroles de Darwin même. Il était très lucide face à ça. Un contemporain de Darwin, Louis Agassiz, lui voyait deux problèmes majeurs justement dans ce que Darwin présentait, et notamment aussi dans le registre des fossiles. Il mettait en avant la carence générale du registre fossile et l'absence généralisée de formes de vie ancestrales dans ce registre. Donc tout comme Darwin aussi, il y a des formes qui sont absentes, et de façon générale, le registre fossile est pauvre. Mais il mettait aussi en avant et disait, mais pourquoi ce registre est-il toujours incomplet aux nœuds reliant les principales branches de l'arbre de vie de Darwin? Et donc les nœuds, ce seraient justement les points qui permettraient de documenter la séparation entre différentes espèces ou différents types d'organismes. Donc l'absence de forme intermédiaire. Donc deux choses, le registre fossile est pauvre, et puis, pas de forme intermédiaire. Donc, gros problème quand même pour soutenir une théorie qui maintient une descendance à partir d'un ancêtre commun. Ce sont d'ailleurs des choses qui sont reprises dans le livre assez conséquent de Valentine, qui nous dit, mais pour Darwin, le registre fossile posait pas mal de problèmes. Il ne semblait pas soutenir un modèle de changement morphologique progressif et continu tel qu'il l'envisageait. Et donc, les premiers signes d'être vivant révèlent une grande complexité d'organisation. Et donc, si les premiers signes d'être vivant dans le registre fossile sont déjà extrêmement bien organisés, comment croire encore à cet ancêtre commun? Cela exclut complètement l'hypothèse d'une modification graduelle de niveaux inférieurs à des niveaux supérieurs d'organisation. Et même quelqu'un comme Richard Dawkins, qu'on a déjà cité tout à l'heure, à propos des fossiles de la faune des schistes argileux de Burgess, il dit « mais c'est comme s'ils avaient été plantés là, sans aucune histoire évolutive ». C'est quand même intéressant. Et donc on voit que Darwin, et beaucoup encore aujourd'hui, donc Darwin avait espéré que les découvertes ultérieures de fossiles finiraient par éliminer ce qu'il considérait comme la seule anomalie exceptionnelle associée à sa théorie. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, ça se complexifie et ça s'empire, on dirait même. Pourquoi? Parce que depuis Burgess, il y a eu d'autres découvertes qui ont été faites, notamment en Chine, à Shenzhen. Et là, ce sont des fossiles extrêmement bien préservés, qui sont plus anciens, mais plus complexes aussi que ceux de Burgess au Canada. Alors là, ça pose un autre problème. Plus ancien, plus complexe, mais on est dans une explosion, un Big Bang zoologique, mais absolument ahurissant. Sans trace avant, sans forme avant. Et donc, forcément, certains vont nous dire, mais voilà, malgré ces merveilleuses propriétés, le registre fossile reste incomplet et biaisé. Mais au moins Valentine admet, dans son livre, le registre fossile pose autant de questions fascinantes qu'il ne fournit de réponses.
Chaque fois qu'on cherche à avoir une réponse, on a finalement des questions encore plus fascinantes. Alors, ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que sur le site de Changyang, les chercheurs qui ont travaillé sur ce site, il y en a notamment un qui est parti faire une conférence, qui a été invité pour faire une conférence dans la région de Seattle, aux États-Unis, il y a quelques années. Et donc, il a présenté ses résultats et il a montré notamment comme quoi ça ne tenait pas la route avec une approche darwinienne des origines de l'humanité ou des formes du vivant. Et bien sûr, au moment des questions, il s'est fait reprendre par certains professeurs de la salle. Et il a dit, mais vous savez, il a répondu de la façon suivante, en Chine, vous pouvez critiquer Darwin, mais pas le gouvernement. Aux États-Unis, vous pouvez critiquer le gouvernement, mais pas Darwin. Alors, une des choses qui posait problème à Agassiz, à Louis Agassiz, et qui pose encore problème aujourd'hui, puisqu'on le retrouve documenté dans certains musées aujourd'hui, et notamment c'était au Field Museum à Chicago en 2007, c'est qu'on nous dit qu'il y a une origine commune à tous les êtres vivants. Si vous remontez dans le temps, donc si vous partez vers la gauche, vous avez des ancêtres communs. Et puis, quand vous regardez ça, eh bien, vous essayez de mettre en parallèle avec le nombre de fossiles retrouvés correspondant à ces branches ou ces états d'évolution. Et là, on voit que c'est bien comme Agassiz prédisait, il n'y a rien au nœud. Problème. Donc, ce qu'on peut dire en conclusion sur l'explosion cambrienne, c'est que ça pose quand même pas mal de problèmes. Ça montre certaines lacunes, mais finalement, comme on n'est pas prêt d'abandonner Darwin, on va aller vers une nouvelle synthèse évolutive. Et on se dit finalement la vitesse extrême des changements anatomiques et des radiations adaptatives pendant cette brève période de temps nécessite des explications qui vont au-delà de celles proposées pour l'évolution des espèces dans le biote moderne. Mais on va quand même proposer un changement et des modifications, mais qui se passent rapidement. Et savez-vous, ces quelques millions d'années, de l'échelle des temps géologiques, si l'histoire de la Terre était ramenée à une journée, ça représenterait une période de 2 minutes, durant lesquelles tous ces organismes viendraient au monde et seraient dans un état d'organisation et de complexité absolument incroyable. La microévolution ne fournit pas une explication satisfaisante de l'extraordinaire explosion d'innovation lors de l'explosion cambrienne. Les principales transitions de l'évolution animale restent à être causalement expliquées. Donc, on ne sait pas. Et certains vont même jusqu'à dire l'élucidation des bases matérialistes de l'explosion cambrienne est devenue non pas moins, mais plus insaisissable à mesure que nous en savons plus sur l'événement lui-même. Nous sommes toujours dans l'ignorance au sujet de l'origine de la plupart des grands groupes d'organismes. Ils apparaissent dans le registre fossile comme Athéna sur la tête de Zeus, entièrement formés, prêts à fonctionner, en contradiction avec la description darwinienne de l'évolution comme résultant de l'accumulation progressive d'innombrables variations infinitésimales. Et c'est là où justement on a cherché à mettre, moi je dirais, à mettre un sparadrap sur la théorie un petit peu à la dérive, et où Niels Eldredge et Stephen Jay Gould viennent à la rescousse en présentant les équilibres ponctués et donc les changements évolutifs qui se produisent plutôt rapidement durant des périodes relativement brèves de stress environnemental et qui seraient séparés par des périodes plus longues de stabilité des espèces. Donc voilà, pour expliquer le manque de fossiles dans le registre fossile, tout simple. Pendant de longues périodes de temps, il n'y a rien qui se passe et puis après, ça se passe tellement vite que ah mince, on a oublié de fossiliser les animaux. Même pour Stephen Jay Gould, l'extrême rareté des formes fossiles transistoires reste le secret professionnel de la paléontologie. Les arbres généalogiques de lignée de l'évolution qui ornent nos manuels n'ont de données qu'aux extrémités et aux nœuds de leurs branches. Combien de manuels scolaires devraient être mis à jour aujourd'hui ? Le reste est constitué de déductions certes plausibles, mais qu'aucun fossile ne vient confirmer. Donc clairement, vous avez, et c'est repris dans ce livre, cet excellent livre de Stephen Meyer, Darwin's Doubt, ce qui est observé, l'évidence fossile, c'est le graphique du bas.
Ce que l'on nous présente comme théorie de l'évolution aujourd'hui, c'est le graphique du haut. Mais il n'y a rien pour supporter ça au niveau des fossiles. Alors, expliquer l'origine des animaux, ça n'est pas seulement un problème de fossiles manquants, mais c'est également un problème d'ingénierie encore plus grand au niveau moléculaire. Pourquoi ? Eh bien parce que, vous vous rappelez ce schéma des ingrédients du darwinisme, une des choses importantes, ce sont les variations héritables aléatoires. Et c'est vrai, c'est ce que l'on nous dit et on répète. La découverte des mutations donne la clé, le moteur, la cause des changements d'espèce, donc de l'évolution. Le moteur de l'évolution, ce sont les mutations. Elles sont quelconques, aléatoires, fruits du hasard. Elles font apparaître de nouveaux caractères, de nouveaux individus, de nouvelles familles d'individus lorsqu'elles sont légères, mais aussi de nouvelles espèces lorsqu'elles sont très importantes. Ce sont des accidents moléculaires profonds survenus lors de la réplication de l'ADN à l'occasion de la reproduction sexuée. Lorsque les accidents sont mineurs, ils fabriquent la variété. Lorsqu'ils sont profonds, ils donnent de nouvelles espèces que la sélection naturelle va conserver ou éliminer, ne laissant subsister que les plus aptes, les plus adaptés. Nous avons la solution. Regardons d'un peu plus près. Les mutations. Un petit exercice un petit peu pratique de mutation. Les mutations, au niveau du vivant, on a une encyclopédie du vivant dans nos cellules. On ne va pas aller dans tous les détails, mais c'est beaucoup de lettres génétiques, 3 milliards de lettres génétiques pour un être humain. Et donc les mutations génétiques, ce serait comme par exemple essayer de passer du mot « bonjour » au mot « bonsoir » par mutation génétique. D'accord ? Mais par accident. Je peux tout à fait vous le proposer. C'est-à-dire, c'est simple, je passe du J à S et de U à I. Donc 2 étapes, ça y est, j'ai transformé « bonjour » en « bonsoir ». Très simple. Maintenant, il faudrait que ce soit aléatoire. Donc, comment on pourrait le faire ? On pourrait prendre un dé, et puis un chapeau, et puis lancer le dé, et puis tirer une lettre dans le chapeau, ou dans 6 chapeaux qu'on aurait, et comme ça, travailler de façon aléatoire et voir combien de temps ça nous met pour passer déjà à la première étape, et puis ensuite à la deuxième. Alors, il faut savoir que quand on travaille avec des mutations, ça doit être aléatoire, donc je vous ai donné la solution, des chapeaux, des lettres, un dé, etc. On peut y aller. Mais les fonctions obtenues doivent avoir un sens. Là, il y a un petit problème. Ah non, bon sourd, moi j'ai un petit cheveu sur la langue, ça passe aussi. Alors, vous voyez, les fonctions obtenues doivent avoir un sens pour être gardées, conservées au cours du temps. Sinon, c'est éliminé. Ça, c'est la théorie même de Darwin et de ses successeurs. Elles doivent apporter un avantage, sinon elles seront contre-sélectionnées, elles seront oubliées. Et ensuite, bien sûr, c'est du vivant. On ne peut pas fermer la boutique pour cause de travaux. Donc ça doit continuer à fonctionner dans le temps. Sinon, ce n'est pas possible. Et donc, qu'en est-il en réalité ? Que se passe-t-il au niveau des mutations ? Alors, vous respirez un bon coup. L'encyclopédie du vivant, ce sont des lettres génétiques, codées sur l'ADN, enfin inscrites sur l'ADN. À partir de cet ADN, il y a des recettes de cuisine, les gènes, qui vont être ensuite transformées en protéines, à l'aide d'une photocopieuse qui va sortir du noyau, qui va aller dans la cellule et qui va permettre à la protéine de se constituer. La protéine, c'est un ensemble d'acides aminés qui sont mis comme un collier de perles l'un au bout de l'autre. Et donc, les mutations vont apparaître au niveau de l'ADN. Donc ça va se répercuter au niveau de la photocopie, l'ARN, qu'on appelle l'ARN, et ensuite, peut-être la protéine. Alors il y a un code bien connu, et qui a été découvert il y a déjà pas mal de temps, pour transformer les codons, 3 lettres génétiques, en acides aminés. D'accord ? Ça, c'est universel. Et donc, nous pouvons maintenant, à l'aide de ce code, on peut regarder, ça marche par 3 lettres, et là, je vous ai donné la roue, c'est tout ce qu'il faut pour décoder. Vous commencez au centre, et vous allez vers l'extérieur. Donc, si la première lettre est un C, comme dans notre première ligne, première lettre est un C, ok, deuxième lettre est un G, pardon, il faut peut-être que je vous prenne le pointeur laser, voilà, première lettre est un C, d'accord ? Deuxième lettre est un G, troisième lettre est un G. Donc on va obtenir l'acide aminé arginine. C'est ce qui va être pris pour commencer
la protéine. Et on continue comme ça. Alors on s'aperçoit que finalement, si j'ai CGA, donc CGA au lieu de CGG, j'obtiens aussi l'arginine. Donc ça ne fait rien. Donc là, si j'ai une mutation, ça ne va pas changer la protéine, au final, puisque c'est le même acide aminé. Et donc pour l'acide aminé arginine, j'ai 6 différents codons qui me permettent d'avoir l'arginine. Donc j'ai une possibilité de mutation sans que ça fasse apparemment d'effet. D'accord? Donc c'est à peu près ce que l'on voit là. Différentes mutations possibles, et ça ne changerait pas l'acide aminé au final. Donc normalement, ça n'aurait aucun effet. Si je vous le mets maintenant sur une succession d'acides aminés, parce que c'est important pour comprendre ce qu'on va voir tout à l'heure, vous avez la séquence ADN en haut, et donc vous avez des mutations possibles, ce qu'on va appeler une mutation silencieuse ou synonyme. Vous voyez, c'est un G au lieu d'un A, ça ne change pas, ça reste le même acide aminé. Donc ça va être apparemment la même protéine. Mutation faux sens, là, vous voyez qu'on a un C à la place d'un T à l'origine, et là, ça nous change l'acide aminé. Donc forcément, ça ne va pas faire la même protéine. Mutation no sens, là, il y a un G qui est ajouté. Manque de peau, TGA, c'est le codon qui dit stop, on arrête la production de protéines. Donc le collier de perles ne se constitue plus. Et mutation décalante, là, on a la lecture qui est complètement décalée. Donc, on ne va pas aller dans tous les détails, mais gardez un petit peu ce concept et retenez surtout mutation silencieuse ou synonyme et mutation non synonyme ou faux sens. D'accord? Maintenant, on va étudier justement, je vais vous présenter des résultats publiés récemment sur les effets des mutations. Comment peut-on étudier les effets des mutations? Eh bien, pour étudier les effets des mutations d'une façon conséquente, il faut qu'on puisse étudier beaucoup de mutations. Donc on peut accumuler des connaissances au cours d'une longue période de temps, en observant des mutations au cours d'une longue période de temps, voir combien de mutants apparaissent, etc., etc. Ou alors la deuxième solution, c'est de générer de façon artificielle beaucoup de mutants en même temps et de voir ce que ça donne. Donc on va voir ces deux choses-là ensemble. La première étude, c'est une expérience qui a été lancée en 1988, février 1988, par Richard Lenski sur Escherichia coli, qui a pris 12 flacons, vous voyez 12 Erlenmeyer, et donc qui a lancé des expériences où tous les jours, donc il part avec un flacon, tous les jours, il ensemence à partir du flacon, du premier flacon, il prend 1% du volume et il ensemence un nouveau flacon. Et ensuite, ça continue le lendemain, et ça continue. Ils ont commencé en 1988, sachant que les bactéries se reproduisent beaucoup plus rapidement. L'intervalle de génération est beaucoup plus rapide chez les bactéries que chez l'être humain. Et donc, depuis 1988, ça correspond environ à plus de 78 000 générations. En gros, ils ont 6,6 générations de bactéries par jour. Ce qui correspond, si on met en parallèle avec ce que l'on connaît chez l'être humain, par jour, ce serait 165 ans pour l'être humain. Donc, depuis le début de cette expérience, ça ferait quasi 1,8 million d'années d'évolution chez l'être humain. Et donc, on regarde ce qui arrive, ce qui se passe. Alors, vous avez certains peut-être ont entendu que oui, on avait vu l'évolution en action. Ah oui, parce qu'après plus de 30 000 générations, il y avait d'un seul coup un Erlenmeyer qui était beaucoup plus trouble que les autres. Il y avait eu un mutant qui apparemment permettrait à la colonie de bactéries de croître beaucoup plus vite et mieux, et donc de se reproduire beaucoup mieux que les autres. Et ils se sont aperçus que c'est un mutant avec la capacité de métaboliser l'acide citrique. Alors, ce qu'il faut quand même vous dire, c'est que la voie métabolique de l'acide citrique est déjà présente dans la souche Escherichia coli. D'accord? Mais simplement, son gène ne peut pas s'exprimer
Parce que dans cette souche-là, il y a, juste avant le gène qui permettrait, juste avant la séquence qui permettrait que le gène s'exprime, eh bien, il y a quelque chose qui va le réprimer, lui dire, s'il y a de l'oxygène ici, bah, tu ne continues pas et tu ne produis pas la protéine qui ferait que l'acide citrique peut être utilisé. Donc tous les éléments sont réunis, la voie métabolique est là, mais il manque simplement, il y a un interrupteur qui ne marche pas, enfin qui n'est pas présent et qui marche uniquement en absence d'oxygène. Vous me suivez? Ce n'est pas très compliqué, on va aller un pas plus loin. Alors, si on va regarder maintenant la publication que nos chers amis publient et présentent sur ce qui s'est passé avec ce mutant qui peut métaboliser l'acide citrique. Très intéressant. L'état originel vous est présenté ici sous 1. Vous avez là le fragment d'ADN de cette région-là qui donc est représenté à l'état originel. Donc le non mutant. D'accord? Donc vous avez site T qui est en gris, qui n'est pas exprimé. Le gène ne fonctionne pas, il y a de l'oxygène, et site G dit, s'il y a de l'oxygène, on ne tourne pas le bouton, c'est bon, ça passe comme ça. Et ils s'aperçoivent que chez ce mutant, il y a une duplication, donc il y a une grosse mutation qui se fait, c'est tout ce fragment d'ADN qui va finalement se dupliquer, donc une copie par 2, et se réintégrer, venir s'insérer juste un petit peu plus loin, mais en venant, entre guillemets, mettre le bazar, en fusionnant avec RNK, dans site G, qui avant agissait comme l'interrupteur qui disait stop, il n'y a pas de production. Et donc site T va passer au vert, et il y aura production de ce qu'il faut de cette protéine pour métaboliser l'acide citrique. Donc vous voyez combien, finalement, l'information était déjà là. Il n'y a aucune nouvelle information qui est produite. L'information est déjà là. C'est simplement une duplication qui vient, entre guillemets, mettre le bazar et qui, de façon fortuite, va permettre, finalement, à site T de ne plus dépendre de l'oxygène et va tout le temps être exprimé. Maintenant, ce qu'il faut aller voir, c'est, si vous continuez de suivre, il y a cette publication, ça devait être, il me semble, en 2012, et puis il y a une autre publication qui est encore plus intéressante en 2020, sur la suite de l'expérience avec ces mutants. Et donc, en continuant quelques milliers de générations après, ce que Lenski et son équipe observent, c'est que ces mutants ont commencé à accumuler, en plus de cette duplication de l'ADN qui leur confère un avantage, beaucoup de délétions, de mutations non synonymes, synonymes non-sens, et vous avez là par différentes souches, chaque colonne représenterait une souche, eh bien vous avez le nombre de mutations délétères qui posent problème, qui commencent à s'accumuler. Clairement, ne conférant aucun avantage, mais au contraire, amenant la souche dans une impasse. Et en regardant même les travaux et en comparant avec les souches d'avant, ils s'aperçoivent que finalement, la lignée ancestrale démontrait un taux de mortalité de 10%. Après 33 000 générations, c'était de l'ordre de 30%, 55 000 de l'ordre de 40%, et sur les souches récentes, ils étaient à 50% ou plus pour certaines souches bactériennes, qui conduisaient directement la bactérie et la souche et l'ensemble à la mort. C'était la fin. Ce qui est quand même succulent, c'est de lire dans cet article que finalement, ils peuvent suggérer une adaptation à la vie sur des bactéries mortes ou en cours de décomposition. Une nouvelle adaptation. On essaye de se rattraper aux branches comme on peut. Donc voilà, est-ce que ça, c'est de l'évolution? J'en doute fortement. La deuxième étude qui est intéressante, donc je vous ai dit là, une première étude sur des longues périodes de temps. La deuxième étude qui est sortie cet été, c'est notamment la génération d'un grand nombre de mutants en même temps. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des découvertes avec de vastes implications. Pourquoi?
Alors, cet article, vous pouvez le retrouver d'ailleurs, cet article relate les travaux qui ont été faits pour la génération dans des levures de 8341 mutants en même temps, en utilisant l'outil, le ciseau moléculaire CRISPR-Cas9, qui est aujourd'hui très à la mode. Ils ont choisi 21 gènes non essentiels de la levure et ils ont à chaque fois choisi un fragment de 150 lettres de séquences codantes, donc ça veut dire qu'ils deviennent des gènes, enfin qui sont des gènes et qui vont se traduire, qui vont devenir des protéines ensuite, via l'ARN et donc la lecture sur les ribosomes. Et donc, ils ont synthétisé, ils ont fait les 450 variants possibles, et ils ont créé donc justement ces 8300 mutants. En regardant exactement, parce que bien sûr, il a fallu aujourd'hui, à l'heure de la génomique, on peut séquencer tout dans tous les sens, ils ont pu tout séquencer, ils ont découvert 1866 mutants synonymes, donc maintenant vous savez tous ce que c'est que des mutants synonymes, ça ne change pas la protéine, d'accord, l'acide aminé qui va être dans la protéine. Il y a 6306 mutants non synonymes, 169 non-sens. Et ils ont donc observé, ils ont fait différents réplicas, ils ont observé au temps 0, 12 et 48 et fait différents réplicas. Alors, ce qu'ils aperçoivent, c'est qu'ils vont regarder la valeur sélective, c'est-à-dire est-ce que ces mutants vont conférer à la souche de levure un avantage en termes de valeur sélective. Est-ce qu'ils vont pousser aussi bien? Et donc, ce qui est intéressant à voir, c'est de comparer les mutants portant une mutation synonyme de non synonyme. Non synonyme, on s'attend à avoir des effets assez conséquents, donc des effets négatifs. La valeur d'équilibre en valeur sélective, c'est 1. La fitness, une valeur de 1. Vous avez les schémas en bleu et en jaune. Les synonymes, c'est en jaune, donc on voit qu'ils sont décalés par rapport à 1, donc clairement pas l'équilibre. Si on continue à sélectionner, ça va descendre, la valeur sélective va plonger. Et en bleu, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les synonymes, donc qui ne devraient pas faire de changement au niveau de la protéine, ont un comportement très similaire aux... les synonymes ont un comportement très similaire aux non-synonymes. Donc les non-synonymes en bleu, c'est ceux sur lesquels on attend bien un effet négatif, alors que ceux en jaune, on attend à ce qu'ils soient autour de 1. C'était jusqu'à présent toujours ce qui était spéculé. Et donc on s'aperçoit donc que pour une grande majorité des mutants, les valeurs sélectives observées sont inférieures à 1. Inférieures à 1, et de façon significative. Et même si l'on regarde l'ensemble des gènes, donc les 21 gènes, vous avez le trait à 1, là, à ce niveau-là, vous voyez que pour tous les gènes, il n'y a pas de gène favorisé là-dedans. Tous les gènes posent problème. Et donc, ça pose problème parce que finalement, on s'aperçoit que ces mutations synonymes modifient le niveau d'expression des gènes. C'est ce qu'ils ont pu montrer. Et ces mutations synonymes agissent comme un réglage précis, comme des rhéostats. Donc elles peuvent avoir une fonction, elles peuvent avoir un effet particulier. Mais ils écrivent tel quel dans l'article, si cela est vrai pour d'autres gènes et dans d'autres organismes, alors il faut un réexamen de nombreuses conclusions biologiques sur la mutation, la sélection, la taille efficace de la population, le temps de divergence qui repose sur l'hypothèse que les mutations synonymes sont neutres. C'est vrai, c'est ce qu'on croyait être vrai jusqu'à maintenant, et c'est d'ailleurs ce qui est repris dans le modèle de Fischer, où on nous présente une distribution en forme de cloche des effets mutationnels, alors que déjà, Basener et Sandford avaient montré justement qu'apparemment les mutations avaient plutôt un effet délétère et non bénéfique. Donc que l'entropie génétique est bien présente dans le monde actuel. Donc, finalement, quand on regarde ces expériences qui cherchent à montrer les effets des mutants, le problème est simple. Les mutations sont rares et les mutations bénéfiques sont extrêmement rares. Et toutes ces prédictions que finalement on va aller vers du meilleur, eh bien, ça repose sur des hypothèses mathématiques qui, bien que raisonnables, pourraient s'avérer fausses. Ce qui est écrit dans ce papier. En fin de compte, nous n'avons pas de réponse claire. Ça pose quand même certains problèmes.
Donc si on veut chercher et dire que les mutations sont la réponse, la solution, on est plutôt mal barré aujourd'hui. Excusez-moi de le mettre comme ça sur la table, mais c'est l'évidence. Alors je vous ai dit qu'on allait parler de fossiles vivants. Ah non, c'est vrai, excusez-moi. On doit parler d'espèces reliques aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la notion que cette expression fossile vivant véhicule, une supposée absence d'évolution, est aujourd'hui considérée comme obsolète et trompeuse. Et pourtant, si vous prenez un petit peu vos yeux et un petit peu vos oreilles, et puis vous vous mettez à fouiller à gauche, à droite, vous allez voir qu'on vous présente dans les médias des espèces animales, végétales, qui sont fossilisées, qui sont présentées comme étant vieilles de plusieurs millions d'années, mais qui sont extrêmement ressemblantes à beaucoup d'espèces vivantes aujourd'hui. Notamment un moustique. Alors, pour les experts, vous allez tout de suite reconnaître que c'est un moustique femelle, parce qu'il est gorgé de sang. Et on le retrouve dans les fossiles. C'est tellement précis, tellement bien préservé, qu'on a pu le voir. Ce tardigrade n'a que 16 millions d'années, et pourtant il est facilement reconnaissable comme ce qu'il était. Des anciens acariens, ils ne sont pas acariens à 20, 25, 30, 50%, 75%. Non, ils sont acariens à 100% et étonnamment similaires à ceux observés aujourd'hui. On pourrait penser qu'en revenant au Trias, on trouverait une forme transitoire d'acarien, mais non. Voilà ce qui est dit dans cet article. Non. La même chose pour des grenouilles. Des grenouilles prises dans l'ambre, similaires aux grenouilles modernes à bien des égards. Et des grenouilles qui datent de l'époque des dinosaures. Vous avez bien sûr entendu parler du sélacanthe. Eh oui. Des libellules fossilisées qu'on pense être à 140-150 millions d'années, mais qui sont extrêmement ressemblantes à la libellule d'aujourd'hui, avec y compris un ptérosigma qui est bien présent. Dernièrement, il y a une publication sur des éphémères qui auraient 35 millions d'années. À droite, donc emprisonnés dans l'ambre, et à gauche, la forme vivante, enfin c'est la forme d'aujourd'hui. Et là aussi, si on regarde les détails sur les yeux et tout, mais on ne voit pas de différence. Des pélicans aussi qui ont donné du fil à retordre à des chercheurs en France, où là, le bec complet d'un pélican, soi-disant ayant 30 millions d'années, a été retrouvé, et ça ressemblait tellement au pélican moderne qu'ils ont directement pu le classifier dans le genre Pelecanus. Ils étaient ahuris. Et je vous passe la liste parce que ça se compte non pas par dizaines ou par centaines, mais par milliers. Vous trouvez des fossiles vivants qui n'ont pas changé en millions d'années. Alors ça pose quand même problème. Pour Darwin et sa théorie, on devrait trouver ces formes d'intermédiaires. On devrait même voir une continuité. Alors on va trouver des explications pourquoi certaines espèces auraient atteint leur capacité ou leur maximum d'adaptation ou de potentiel d'évolution, ou sont peut-être dans une période de stase et qu'ensuite ça va se changer tellement rapidement qu'on ne verra plus rien. Vous voyez les problèmes que ça pose. L'explosion cambrienne, le registre fossile, ne correspond pas à ce que l'on nous présente. Même les graphiques, les schémas qui sont dessinés dans les ouvrages scolaires ne correspondent pas à ce qui est retrouvé. Et les mutations de l'ADN ne peuvent en aucun cas répondre à toute cette problématique. Puisque l'entropie génétique est bien une réalité, et que si on regarde d'un peu plus près toutes ces expériences qui nous sont montrées comme une évolution vers du mieux,
eh bien, en grattant un peu, on voit que, certes, il y a une adaptation au milieu pendant un moment donné, mais associée avec des phénomènes délétères qui conduisent finalement les souches bactériennes de Lenski à la mort. Un taux de mortalité de 50%, pour cette souche, je ne vais pas lui laisser très longtemps pour qu'elle disparaisse complètement. Et en plus, des fossiles vivants qui nous montrent que s'il n'y a pas eu de modification pendant ce qu'on nous dit des millions d'années, est-ce que ces millions d'années sont vraiment existants? Ça pose question. Alors, aujourd'hui, on sait qu'une cellule, ce n'est pas simplement un globule homogène, comme le pensaient Darwin et ses contemporains. C'est bien plus complexe que ça. Ce qui est quand même intéressant de voir, parce que je ne veux pas dire que tout le monde, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, il semble quand même qu'à certains niveaux, il y ait une, entre guillemets, certaine prise de conscience, parce que quand j'ai regardé la définition du terme évolution dans le manuel de terminale SVT, programme 2020, il est parlé d'une transformation permanente du monde vivant marquée par l'apparition d'espèces nouvelles et la disparition de certaines espèces existantes. Transformation permanente du monde vivant, nous le voyons, on se transforme. L'apparition d'espèces, tout dépend du mode de la définition du terme espèce. On pourrait en débattre en tant que biologiste, ça c'est... Et la disparition de certaines espèces existantes, ça on le voit aussi. Ce qui est intéressant, c'est que là, on ne voit pas de transformation permanente et continue du monde vivant. Ils nous disent juste, le monde change, se modifie, oui, ok. Il y en a qui disparaissent. Il y a les apparitions d'espèces. Là, je vous dis, justement, le terme espèce, on peut documenter ça. Mais ça, cette définition-là, c'est clairement ce qu'on a appelé tout à l'heure de la microévolution. C'est de l'adaptation, c'est tout. Ça ne permet pas d'expliquer un passage au cours de longues périodes de temps de la molécule ou de quelques molécules à l'homme. Et donc nous voyons très bien que la théorie néo-darwinienne, et Stephen Jay Gould le reconnaît aussi, résultant d'une évolution résultant d'une lente accumulation de petites mutations graduelles, s'est évaporée à l'épreuve des faits. Et donc, ce qu'on nous présente comme rien plus hasard, plus longue période de temps égale tout, ça a du mal à tenir la route aujourd'hui. Et non, je suis désolé, le temps ne fait pas de miracle. George Wilde disait « Le temps, c'est le héros. Avec beaucoup de temps, l'impossible devient possible, le possible probable, le probable certain. Il suffit d'attendre, le temps lui-même fait des miracles. » Je n'ai encore jamais vu d'expérience scientifique qui démontrait que le temps faisait des miracles. Mais je pense qu'il faut être réaliste et, comme le disait aussi Robert Clark, pourtant un adepte de la théorie de l'évolution, les scientifiques sont incapables de dire pourquoi le monde existe, comment il a commencé, comment il se fait qu'un être organisé peut sortir d'une cellule unique et minuscule, ou comment fonctionne notre cerveau. Et donc, j'aimerais conclure avec une citation d'un prix Nobel d'économie français, il n'y en a pas tous les jours, Maurice Allais, qui dans le Figaro en 1999 disait « Il nous faut répéter sans cesse que la science est un perpétuel devenir, qu'elle doit être modifiée toutes les fois que ses propositions sont contredites par l'expérience. En matière de science, rien n'est définitif. » Et je pense que face à certaines théories qui nous sont proposées aujourd'hui, il est temps de revoir certains concepts, de dépoussiérer, voire même plus que dépoussiérer certaines choses. Michael Behe, lui, présente dans ce livre Darwin Devolves un petit peu ce que je vous ai présenté tout à l'heure, ce qu'on observe chez les bactéries, on peut le documenter à différents niveaux. Des nouveaux faits au niveau moléculaire qui enfoncent une fois pour toutes la vision darwinienne de la vie. Le mécanisme darwinien contribue parfois à la survie d'un organisme, mais toujours en endommageant ou en invalidant des gènes. La conclusion est claire, la vie est le produit d'une intelligence. Ça, c'est Matti Leikzola, un professeur finlandais qui le dit. Donc on est bien embêté aujourd'hui. Parce que
Si on enlève la théorie de Darwin, qu'est-ce qui nous reste pour expliquer l'origine du monde? Ah non, mais ça ne marche pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Et donc, j'aimerais proposer finalement autre chose. Un appel à une nouvelle approche de la compréhension du vivant et de l'origine de l'univers et de la vie. Il faudrait, je pense, cesser de se demander laquelle des deux est véridique, la science ou la Bible, et se poser plutôt la question, quelle vérité puis-je découvrir en considérant à la fois la science et la Bible? Parce qu'on oppose beaucoup trop souvent dans notre monde la science et la Bible. Mais de grands scientifiques étaient chrétiens, croyaient la Bible. Et aujourd'hui encore, de grands scientifiques croient la Bible. Ça ne les empêche pas de faire leur travail de façon scientifique au laboratoire. Pensez à Pasteur, qui a mis à mal la génération spontanée de son époque, mais qui était un fervent croyant, et qui, sans faire intervenir même sa croyance dans ses expériences, a montré que croire que la vie venait de la non-vie était un non-sens, le jouet d'une erreur. Donc un appel à une nouvelle approche. Quelle vérité puis-je découvrir en considérant à la fois la science et la Bible? Et vous voyez, la science va chercher à connaître les mécanismes de l'univers. Mais la Bible va nous en présenter le sens. Complémentarité. La science va révéler l'œuvre de Dieu, alors que la Bible nous révèle sa personne. Complémentarité aussi ici. Merci de votre attention.